quand il s'agit de faire une conclusion, surtout quand on se donne la possibilité d'écouter, de découvrir ce qui va se passer pendant la matinée et d'essayer ensuite d'en tirer quelques fils, voilà, ce sera une lecture personnelle, ce ne sera peut-être pas la vôtre, mais j'espère qu'elle viendra contribuer et je vous demande beaucoup de sollicitude et de compréhension. Si jamais j'ai mal compris certaines choses ou suis passé à côté de certains éléments. J'ai essayé de construire cette conclusion autour de 5 propos. Le premier, c'est le sujet. Ce qui est marquant, encore ce matin, c'est bien de rappeler que les personnes qui sont en question autour de leur genre, de leur sexualité, ne sont pas simplement des objets du néolibéralisme, c'est-à-dire des consommateurs qui sont soumis à la pulsion que l'on connaît bien dans les magasins. Tu veux, tu as. On a entendu ce matin combien la réalité est éloignée de cette vision réductrice. Que ce soit dans les questions de transition, que ce soit dans les questions de parentalité, que ce soit simplement, comme vous le rappeliez, dans des questions de qui suis-je, dans quoi je suis aujourd'hui, comment est-ce que je me débrouille par rapport aux normes qui m'entourent. On voit bien que ce sont toujours des processus longs et difficiles. Les personnes sont elles-mêmes au travail. Qu'elles soient bloquées ou pas, elles cherchent, elles bricolent. Réduire donc ces questions à des questions d'identité, c'est rester dans le figé, dans le binaire, homme, femme, on, off, alors qu'en fait on est dans une construction permanente. Il y a des hauts, il y a des bas, il y a des allées, des retours. Vous connaissez bien ça en tant qu'aidant et soignant. Vous voyez des gens qui font des allers-retours permanents dans leur vécu. Et puis il y a toutes ces positions intermédiaires par lesquelles on passe. La deuxième idée, c'est la position des soignants. On en a pas mal parlé ce matin. On a parlé de la notion d'éthique, on a parlé de la question de est-ce qu'on est des êtres situés. On a commencé, c'était Madame Naziri qui venait avec ça, sur la position toute simple du travail, de l'aide et du soin, la base, être à l'écoute. Sans a priori. Ne pas pathologiser dès le départ, rester dans une position de non-savoir, c'est ce que Sylvia Lippi rappelait aussi comme base du travail. Et j'ai envie de dire, ce n'est pas une base propre à la psychanalyse, c'est une base qui est propre à tous les métiers de l'aide et du soin dans les écoles sociales. Je suis assistant social de formation, c'est la première chose que l'on nous apprend. Éviter donc une position normative de la part du soignant, c'est-à-dire être conscient dans quelle pièce on joue. Avoir conscience des tensions sociales, des débats théorico-cliniques, des idées qui sont derrière les discours, car nous sommes toutes et tous, patients et soignants, en train de jouer avec ce contexte, dans des positions différentes. On peut se conformer, on peut se soumettre, on peut bénéficier du contexte, on peut en souffrir, et une multitude d'autres possibilités. Nous sommes des sujets situés ou cherchant une situation. Ce qui nous amène donc de revenir à certains principes de base, être donc à l'écoute, être ouvert, voir le sujet là où il, elle est, et pas là où nous pensons qu'il est ou devrait être. Être dans le mouvement qui est celui du sujet et pouvoir y accompagner. Cela rejoint aussi la définition de la santé mentale telle que défendue par les membres de la Ligue. C'est-à-dire considérer les patients comme des sujets critiques. Pour la petite anecdote, j'étais il n'y a pas très longtemps dans un cabinet ministériel et un attaché de cabinet nous a renvoyé le fait de il faudrait peut-être que vous arrêtiez avec cette idée de citoyen dans votre définition des patients, parce qu'en fait, pour nous, citoyenneté renvoie à la question des papiers. Et donc ça exclut tous les sans-papiers. Et on s'est dit, oula, on n'est pas dans le même registre de compréhension, on n'est pas dans le même registre de vocabulaire. Mais donc oui, nous défendons l'idée de voir les patients comme des sujets et des citoyens critiques, de façon aussi à pouvoir les accompagner dans leur dénonciation de certaines choses qui ne sont pas justes dans le fonctionnement de la société. Ce qui implique effectivement, de la part des soignants, d'éviter une forme d'autocensure dans un sens ou dans un autre. L'enjeu fondamental
Et pour moi, cela rejoint la question de la militance qui est là, qui a été posée ce matin, dont on ressort en se disant mais qu'est-ce qu'on va faire avec cette question-là? C'est une question effectivement difficile. Elle a été posée ce matin. À partir de quand sommes-nous militants? Et Mme Naziri, vous avez donné un élément de réponse, ça dépend du contexte. Ben oui. Dans certains contextes, être simplement qui on veut être, c'est un acte de militance. Dans d'autres, c'est aller beaucoup plus loin. L'enjeu fondamental, donc, c'est préserver la liberté de soigner pour le soignant. La liberté de faire de l'espace de soins un espace réellement thérapeutique, c'est-à-dire où la personne reçue peut librement déposer ce qu'elle vit, et où le soignant reste bien conscient de ce dans quoi il joue. De façon à ce que la relation de soins puisse se construire, effectivement, de façon plus libre. On est bien conscient de la norme. Cette norme, elle est toujours présente. Mais on peut aussi choisir, dans l'espace thérapeutique, de s'en affranchir. La liberté n'est donc pas tout et n'importe quoi, mais elle advient quand la relation peut s'ouvrir aux vérités de chacune et chacun. Et cela, pour moi, est sans doute la dimension fondamentale de la question de la militance, qui est propre aux professions de l'aide et du soin. Simplement tenir cette position-là, en plus dans un contexte que vous connaissez aujourd'hui, au niveau socio-économique, où on n'hésite pas à dire on va raboter vos budgets, il faudrait que vous soyez de cette manière-là, il faudrait qu'en X séance la personne soit sortie. Pouvoir simplement dire non peut être considéré en face par un acte de militance, et pourquoi pas par nous-mêmes également. Troisième élément, donc le contexte institutionnel. Les institutions de soins doivent être au fait de leur position. Effectivement, elles rendent possible la réalisation de certains désirs, et pas forcément le seul désir des individus qui viennent faire une demande chez eux. Ce sont des lieux où se déroulent des processus longs et douloureux, où des bouleversements peuvent se produire. Ce sont des lieux de recours. J'ai été frappé par la question de l'adoption, le fait que des gens essaient d'adopter, n'y arrivent pas, et donc se tournent ensuite vers la médecine. Ce sont en fait des lieux d'approbation et de légitimation. Et ce dernier point est essentiel. C'est que nous devons être conscients du rôle de légitimation, de pouvoir, qu'à un moment donné on nous arroge, et qu'à un moment donné, parfois, les soignants s'arrogent. La psychiatrie, la psychologie, l'aide sont dans des rôles où ils rendent possible quelque chose, effectivement. Mais ils peuvent parfois le faire au prix de faire rentrer ce quelque chose dans une case préexistante. Et là, je me réfère à un texte que Sylvia Lippi a écrit il y a quelque temps sur ce point-là. L'exemple de la transition est celui-là, c'est tu te sens mal dans ton corps, et bien c'est pas grave, j'ai une solution. Cette solution, c'est de la médication. Tu as un problème en termes de psychose, j'ai des médicaments, je vais te les donner. Et avec ça, tu vas aller mieux. C'est évidemment des possibilités, mais c'est loin d'être les seules. Donc nous devons toujours, en tant qu'intervenants psychosociaux, être conscients du pouvoir que nous avons, du pouvoir qu'on nous donne, et du pouvoir que nous pouvons parfois refuser de prendre, parce que cela nuirait à la relation thérapeutique. Le quatrième sujet qu'on a abordé ce matin, c'est celui de la créativité. La créativité des sujets dans leur rapport à eux-mêmes, à leur être au monde, à l'incarnation de cet être au monde, qui ne passe pas que par le corps physique. La créativité des soignants dans leur écoute et dans la construction du lien thérapeutique. Vous avez utilisé un mot, le bricolage, effectivement, on bricole. Et c'est pas plus mal comme ça. Dans cette créativité, j'aimerais rappeler effectivement un élément, et je refais le lien avec le point précédent, j'avais oublié cet élément-là, pardon, c'est que nous devons nous rappeler aussi qu'aborder les questions de genre et de sexualité, ça n'est pas fondamentalement différent des autres questions qui viennent aux soignants. Mais ce sont par contre des questions qui sont devenues des terrains politiques. Je reprends la citation que vous avez donnée, Sylvia Lippi. Les corps se trouvent sur notre route dès qu'il est question de changement social. Je ne sais plus qui est l'auteur. Silvia Federici. Merci. Le contrôle des corps est effectivement le premier mode de pouvoir des étoiles. Les femmes en Iran et en Afghanistan ne le savent que trop bien, et j'ai envie de rajouter les hommes aussi d'ailleurs.
Cinquième idée, et la dernière, se parler. C'est le titre d'ailleurs de ce petit séminaire. Effectivement, il y a 2 ans, nous avons fait un colloque qui disait « on ne peut plus rien dire ». J'espère que les gens avaient compris qu'il s'agissait d'une boutade qui visait justement à renverser le stigmate déjà renversé dans un premier temps. C'est-à-dire que c'est fréquent que lorsque un pouvoir se sent menacé, il se met dans une position victimaire. Et c'est l'autre qui devient menaçant. Ce qui permet ensuite de réactiver les mécanismes de pouvoir et de faire taire les voix dissidentes. Mais donc, une fois qu'on a dépassé cet aspect-là, ensuite il reste à se parler. Se parler déjà entre intervenants au sein de nos équipes, ce n'est pas toujours simple. Se parler dans son école de pensée, ça a été dit ce matin, ça n'est pas toujours simple. Se parler entre écoles de pensée. Et je te remercie Sophie parce que tu l'as soulevé tout à l'heure. Effectivement, en psychologie, il n'y a pas que la psychanalyse, il y a d'autres écoles aussi. Et cela peut aider en fait chaque école de pensée de pouvoir en fait discuter avec d'autres de façon à pouvoir dépasser ses propres blocages internes. Ce qui est vrai pour la psychanalyse, l'est vrai pour la systémique, l'est vrai pour toute une série d'autres écoles qui existent également. Donc, s'ouvrir à d'autres concepts, à d'autres vocabulaires, dans une dimension complémentaire, c'est un élément essentiel. J'élargis encore, se parler entre professions. Je rappelle que la plupart d'entre vous ici est issus d'équipes pluridisciplinaires. On rencontre des médecins, des psys, des AS, des logos, des psychomotriciens, des éducateurs, des infirmiers, et j'en passe. Et donc, pouvoir se rappeler cette richesse qui est présente dans nos équipes, c'est aussi cela qui peut nous aider à bricoler autrement lorsqu'on est face à une situation compliquée. Et j'invite chacune et chacun. On parlait d'être conscient des normes et des positions dans lesquelles on est. C'est aussi être conscient dans les équipes des discours parfois hiérarchisés qui existent au sein d'une équipe et de pouvoir les remettre en question, mais de façon constructive, de façon joyeuse, j'ai envie de dire, sans se sentir menacé. Effectivement, on ne peut plus rien dire, sortir d'une position victimaire pour oser se parler, là est sans doute le plus grand courage, car cela nous oblige à nous exposer, à nous soumettre à la contradiction. Mais cette contradiction ne nous détruit pas, elle nous renforce. Là aussi, il y a sûrement une forme de militance. Choisir les mots que l'on emploie. J'ai quand même été marqué ce matin par le nombre d'acronymes que nous avons. PMA, GPA, ILD, LGBTQIA+, OSIG pour orientation sexuelle et identité de genre. Nous pouvons utiliser ces acronymes, mais veillons à ce qu'elles ne soient pas elles-mêmes signes d'une réduction de la pensée. Parce qu'effectivement, et je termine là-dessus, le rôle de la Ligue, en tout cas un des rôles que la Ligue s'est donné, c'est d'aider à penser le monde dans sa complexité. Et je voudrais vous remercier Despina Naziri, Sylvia Lippi, mais aussi Sophie Tortolato et Muriel Monet. Là, exactement. De nous avoir aidé à penser cette complexité ce matin, et j'espère que cette réflexion pourra continuer individuellement et collectivement. C'est tout le mal que je vous souhaite. Très bonne journée à vous.